Jeudi 12 novembre, bienvenue depuis le Baroque à Saint-Laurent-du-Var. Nous sommes dans ce cabaret depuis le début de la semaine. On s'y amuse bien et on s'y étonne tous les soirs avec de la magie, puisque c'est une spéciale magie cette semaine. Bonsoir Virginie et bonsoir Eric. Bonsoir Eric au carré, ça va bien? Oui, ça va. On a encore un peu d'histoire d'Éric Leblond dans La Brochette qui est à nos côtés. Là, il y en a trois. Il y a Guy Pardillos qui sera en première partie. Il est mentaliste. On a vu déjà quelques-uns de ses talents ce lundi. C'était en début de semaine avec vous, Virginie, dans le coin des filles. Et puis, nous serons également avec Jack Donald. Alors lui, il est assez incroyable parce que c'est un magicien à la base, mais il a aussi été directeur de croisière. Du coup, il a fait 26 fois le tour du monde. Il nous expliquera ça, que ce soit en mer ou dans les airs. Et nous aurons des infos plutôt sympathiques, des anecdotes qui lui sont arrivées à bord de ces bateaux ou de ces avions. L'avion, entre autres, c'est le Concorde quand même. Mon invité s'appelle Philippe Leroy, c'est un écrivain. On reviendra avec lui sur l'origine du monde. C'est un thriller historique qui revient sur toutes les religions. Je serai avec lui dans les toutes prochaines minutes. Et puis, vous l'avez vu, il est assis aux côtés des deux messieurs que vous a présentés déjà. Eric, c'est Jean-Pierre Valarino qui sera dans le coin Défi Magique ce soir. Comment on peut le présenter, Jean-Pierre? Jean-Pierre, en fait, c'est pareil. On parle de papa, j'en ai eu beaucoup. J'en ai quelques-uns en tout cas. Mais Jean-Pierre fait partie aussi des piliers en fait, de mon apprentissage. Et la rencontre a été hyper déterminante. Voilà. Voilà, on n'en dit pas plus, beaucoup. Parce que c'est le sommaire. Hein. Faut que ce soit rapide quand même, messieurs. Allez, et puis on se retrouve ici. vous dire que ce sera notre invité fil rouge vendredi. Voilà. Demain. Donc demain, et nous, on va se retrouver pour la grande émission du jeudi soir, après les titres qui font la une. À tout de suite. Jeudi 12 novembre et bienvenue depuis ce cabaret qui nous accueille tout au long de cette semaine pour une spéciale magie dans la grande émission autour des invités d'Éric Leblond. C'est pour ça que vous voyez tous les jours de cette semaine Éric Leblond à cette table. Bonsoir Éric. Bonsoir Éric. Alors nous sommes réunis autour d'un de vos invités, un de plus j'allais dire, puisqu'on en aura un second tout à l'heure en deuxième partie d'émission. C'est Guy Pardillos. Bonsoir Guy. Bonsoir Eric. Alors, toujours la même question. Guy et Eric se rencontrent comment il y a combien de temps? Longue histoire. C'est très long. Mais je vais la commencer. Ça peut être raconté à la télé, il y a des enfants qui regardent. Bien sûr. Pareil, on parlait avec Denis aussi, on s'est rencontrés au club de magie. Il avait déjà de l'avance sur moi. Moi, j'arrivais un petit peu et je l'ai vu travailler comme ça au club. Ce mec-là, putain, il faut... Pardon, excusez-moi. En tout cas, il fallait que je le rencontre. On a discuté, il m'a gentiment accueilli chez lui. Il m'a filé plein de vidéos de Valarino qu'on va découvrir tout à l'heure. Et puis notre amitié, elle s'est entrecoupée parce qu'il voyage beaucoup. Le Saligo, il nous manque beaucoup. C'est pour ça que je suis très content qu'il soit là. Quelqu'un d'essentiel dans mon entourage. Et auquel on croit, puisqu'on vous rappelle qu'il habite en Croatie. Il est donc à moitié croate aujourd'hui, ce garçon. Merci d'être venu ici pour nous cette semaine à Nice, parce que vous revenez régulièrement dans le secteur. Je rappelle qu'on est à Saint-Laurent-du-Var pour être très précis. Virginie, dans un instant, on sera avec l'un de vos invités, mais juste avant, fait un saut, me dit-on, sur l'esquisse de Molinari. Rémi qui travaille d'arrache-pied déjà. Waouh, mais il est pratiquement terminé ce dessin, Rémi. Mais c'est un TGV aujourd'hui. Non, c'est pas vous ça, Guy? Guy Pardillos, il paraît. Ah non. Bon. Ah non. Virginie, dans la première partie de cette émission, vous recevez un auteur. Exactement, gros plan avec mon invité sur l'origine du monde. Tout un programme, effectivement, c'est l'écrivain azuréen Philippe Leroy qui sera à mes côtés dans les toutes prochaines minutes. Il viendra nous présenter donc ce roman qui est sorti au début du mois d'octobre. C'est un thriller historique sur lequel, dans lequel on revient sur toutes les religions. Il a beaucoup voyagé donc pour l'écrire. Il s'est appuyé sur des faits historiques, donc des faits réels. Et puis lui aussi, il a beaucoup voyagé, il voyage beaucoup. Encore, c'est Jean-Pierre Valarino. C'est un magicien spécialiste de pickpocket qui sera à mes côtés pour le défi magique de ce jeudi soir. Allez, à tout de suite. On va apprendre la magie ensemble dans le coin des filles. C'est ce qu'on fait depuis le début de la semaine. Guy Pardillos, mentaliste, maître praticien en PNL. Ça signifie quoi, rapidement? La PNL, c'est la programmation neuro-linguistique. Comment expliquer? Comment reprogrammer un cerveau qui va avoir quelques soucis
Ouais, ça sert à quoi dans la vie de tous les jours, la programmation neurolinguistique? On vous a vu un peu à l'œuvre lundi dernier dans le coin défi. Mais comment ça marche et ça peut servir à quoi? C'est-à-dire, c'est comme la psychanalyse, mais en plus court. D'accord. On va à l'essentiel. Si quelqu'un a peur de l'avion, on va lui enlever sa peur de l'avion. Mais il n'y a pas besoin de 10 ans, de 15 ans de psychothérapie. C'est quoi la différence avec l'hypnose? C'est la même chose, on va dire, sauf que l'hypnose, c'est mettre la personne sous transe pour accéder à son inconscient et faire les changements désirés. La PNL, c'est exactement la même chose sans cette transition trans-hypnotique. Eric, ce qu'on peut préciser, c'est que la PNL se sert de nos sens, c'est-à-dire de la vue, de l'auditif, du toucher et de l'olfactif, voilà. du kinesthésique, gustatif. Voilà. Et en fait, chaque personne a une façon en fait, de réagir en fonction de ce qu'on lui dit. C'est-à-dire qu'elle peut réagir visuellement, auditivement, avec les sensations du corps, etc. Et c'est par rapport à ça que le praticien PNL va déterminer ça et va reprogrammer, parce que chacun a son programme. Son mode de fonctionnement. On a un mode de fonctionnement principal et un secondaire pour emmagasiner les informations à un niveau inconscient, et donc on intervient à ce niveau inconscient pour faire les changements. Voilà, de comportement face à une peur de l'avion ou autre, voilà. Comme vous le disiez à l'instant. Vous avez des cuillères sur ce plateau, ça m'intrigue. Qu'est-ce que vous allez faire avec ces cuillères? Nous allons tenter une expérience liée au mentalisme, justement, de cuillères. Vous voulez en choisir une, s'il vous plaît? J'en choisis une? Oui, pour savoir si elle vous paraît... Là, vous me programmez pour que je choisisse celle de non, droite, celle de gauche, non? On n'aurait pas dû vous prévenir. Je prends celle-là. Bah non, tiens, je prends celle-là. Voilà. D'accord. C'est bien. C'était prévu, je vous le dis. Il a marché. Il n'y a pas de place au hasard chez vous. Comment dire? C'est une vraie? C'est une vraie, oui. Vous vous souvenez d'Uri Geller? Uri Geller, c'était le monsieur dans les années 70 qui passait à la télé, qui tordait les objets avec l'esprit. Tu te rappelles de ça, Eric? Ah oui, je me rappelle de... Je me rappelais plus de son nom, mais je me... Un escroc. Voilà. Un escroc, comme vous tous. Parmi tant d'autres. Oui. Alors, allons-y. Il n'était pas politicien, par contre. Non, on il va aurait pu enchaîner. faire une belle carrière, je pense. Ouais. Donc, j'ai appris tout ça, et maintenant, je vais vous montrer comment on peut obtenir un résultat. Donc, attention. Une cuillère, droite. On est d'accord. Un doigt. Est-ce qu'on la voit? Droit, à peu près. Droit, oui. Pas cassé. Attention, comme ceci. Vous pouvez déjà commencer à voir l'effet de la torsion. Alors, peut-être que vous ne la voyez pas complètement. Regardez. Là. Ah oui, le doigt est bien. Oui, à la base, il était droit. Il n'y a pas que le dos de tordu. Mais moi, on m'a dit qu'il avait inventé aussi la machine à courber les bananes, ce monsieur, qui est sur le plateau. C'est quand même... D'accord, grand ingénieur. Vous espérez plus. Là, on va essayer de faire quelque chose de mieux. Juste comme ça, avec l'esprit. Juste avec l'esprit. Ce monsieur nous prend pour un jambon. Je crois, de toute évidence. Bon, voilà. Allez, c'est bon. Tu perds toute crédibilité Sérieusement, une cuillère ici. Hop. Bien sûr, on ne reste que dans l'illusion, il n'y a rien de... Refaites-le ça. Alors, on va essayer, mais différemment, comme ceci. Ah oui, là, je vois un truc, là. Ah d'accord, oui. Ça monte. La cuillère en érection. Oui, alors ça n'a rien à voir avec le Viagra. Ouais, d'accord. Non, je disais ça, c'était pour Eric. Et ça, c'est que de l'illusion. Regarde ça. Alors, c'est un peu plus que de l'illusion. Tac, voilà. Vous pouvez d'accord. Si, c'est une belle illusion. C'est une très belle illusion. Donc là, quand on parle de PNL, est-ce que ça fait partie ça de la PNL? Est-ce que vous avez quelque part préparé le cerveau? Est-ce qu'il ait l'impression que la cuillère se tord de toute seule? Oui et non. Oui et non. Je vous ai pas programmé pour voir une torsion de cuillère. Il y a une part de magie, une part de mentalisme. Il accentue l'effet, en fait, grâce à la PNL, parce qu'il sait exactement... Je vais jouer sur vos sens. Voilà, exactement, c'est ça. Bien. Écoutez, je vais essayer de m'en remettre. Et pendant ce temps-là, nous allons découvrir l'auteur qui est aux côtés de Virginie Decorte. C'est l'écrivain Philippe Leroy qui est votre invité, Virginie. Effectivement, Eric, c'est l'écrivain Philippe Leroy qui est à mes côtés. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Alors après La Porte du Messie que vous nous aviez présenté l'année dernière, vous êtes de retour pour nous présenter l'origine du monde ici présent. Et cette fois, vous passez au crible toutes les religions. Oui, voilà, je reprends la même héroïne qui est cette fois-ci qui est un ancien ex-délégué à l'UNESCO, donc une Saba Chahi d'origine franco-syrienne.
et qui était chargée de classer, d'étudier les sites pour les classer au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et au cours de l'un de ses voyages, elle a mis la main sur des manuscrits, sur des preuves, sur la vraie nature du Coran, sur les origines de l'islam. Ça fait l'objet de mon précédent roman, La Porte du Messie. Et là, on commence dans ce roman-là où elle est vraiment traquée par tous les pays parce que forcément, les preuves qu'elle détient embêtent et gênent beaucoup de pays. Donc, elle est complètement traquée. C'est une course-poursuite. Ça commence très très fort dans le désert du Sahara, jusqu'en Inde, où là, elle va rencontrer une communauté qui est chargée de protéger les manuscrits qui sont menacés de destruction et qui détiennent un rouleau de la Torah avec le texte originel. Et là, effectivement, on va revenir à la Genèse et au vrai texte de la Genèse avant qu'il soit mal traduit, en tout cas mal répercuté par les copistes. Alors Philippe, vous avez mis 2 ans pour écrire ce thriller historique. Il y a 2 phases importantes dans votre travail. Celle tout d'abord des recherches. Et pour ça, vous avez beaucoup voyagé et vous êtes bien entouré également. Oui, la documentation, en fait, c'est vrai qu'il y a 2 étapes. Il y a toute la recherche, la documentation et après l'écriture proprement dite du thriller. Et parce qu'en fait, ce qui m'intéresse dans le thriller, le principe du thriller, c'est de faire peur. Et ce qui m'intéresse, c'est de faire peur avec des choses réelles, de m'appuyer sur des choses réelles et si possible qui ne sont pas connues, en tout cas qui sont à révéler au grand public. Et là, ça m'intéressait effectivement de toucher à l'origine de toutes les religions cette fois-ci, donc de la Genèse. Et c'est au cours de mes recherches dans La Porte du Messie, donc ça remonte quand même à plusieurs années, que j'ai fait ces recherches, que grâce à Guillaume Hervieux, qui m'a énormément aidé pour récolter toutes ces informations, rencontrer les érudits, des rabbins, des pasteurs, des imams qui ont travaillé sur le sujet, et en particulier sur la Genèse, où rien n'a été publié à ce jour, on ne peut rien trouver sur Internet. Donc c'est un travail qui a demandé beaucoup de temps, de rencontres, de discussions avec des orientalistes, des érudits, et puis des déplacements aussi un peu aux 4 coins du monde. Alors vous abordez aussi un sujet vraiment dans l'actualité, c'est celui de la place de la femme dans la religion et du coup aussi dans la société. Voilà, exactement. Donc là, je ne vais pas trop en révéler parce que c'est au cœur de l'origine du monde, mais c'est vrai que quand on regarde et quand on a accès au texte original de la Genèse, en particulier le mythe du Jardin d'Éden, on s'aperçoit qu'effectivement, il n'y a pas du tout de ce qu'on croit, la femme est pécheresse, la tentation, etc. Au contraire, elle est au cœur de la religion et même, elle a une position qui est même dominante par rapport à l'homme, c'est elle qui va donner la conscience à l'homme. Et ça, au fil des traductions, les copistes, c'était assez facile parce qu'au départ, c'est un texte avec que des consonnes, il n'y a pas d'espace. Donc il a fallu mettre des points diacritiques pour signaler les voyelles et mettre des espaces. Et les copistes, à un moment donné, n'ont pas coupé au bon endroit et donc ils ont changé complètement la signification du texte original. Et donc nous, on revient, on montre le texte tel qu'il était à l'origine et donc sa signification. Et les interprétations, et qui mettait effectivement la femme au centre même de la religion. L'origine du monde, il est sorti au début du mois d'octobre. Oui. Il est en vente depuis dans toutes les librairies, dans les points de vente habituels. Et vous serez dimanche prochain, donc le 15 novembre, c'est important de le souligner, au premier salon du livre d'histoire à Villeneuve-Loubet. Oui, c'est ça. Oui. J'aurai l'occasion effectivement de parler du roman au cours d'un débat et de répondre à toutes les questions et même de dédicacer le roman. Je suis sûre qu'il y en a plein qui ont envie de faire plus ample connaissance avec vous. Pour ça, il y a votre page Facebook, il y a un site internet qui est tout simple, c'est philippeleroy.com, c'est ça ? C'est ça. Merci beaucoup en tout cas et vous viendrez nous présenter le 3e bébé. Il est en cours d'écriture. On n'en saura pas plus. En tout cas, on va retrouver tout de suite Eric et notre invité. Merci. Et Virginie qui va rejoindre dans un instant Jean-Pierre Valarino, grand magicien international qui nous rejoint sur ce plateau aujourd'hui pour un défi magique. Ce sera dans un instant. Nous sommes toujours avec Guy Pardillos, ami magicien de notre magicien maison, Éric Leblond. On va évoquer maintenant une partie de votre activité parce que les magiciens, vous l'avez compris depuis le début de la semaine, vivent tout au long de l'année de multiples activités. Ce n'est pas uniquement la scène, ça passe parfois par la magie d'entreprise. On l'a vu avec l'un de nos invités, Édouard. On a aussi des colloques, des conférences, des séminaires qui sont animés par certains magiciens. Et vous étiez en Croatie, puisque vous habitez aujourd'hui la Croatie, dans un colloque pour aider de futurs politiciens à être un petit peu plus à l'aise quand ils sont en représentation. C'est un peu ça ? Tout à fait. En fait, c'était une formation, un séminaire pour des futurs politiciens pour apprendre à gérer leur langage du corps quand ils s'expriment devant l'auditoire. Ouais. Et j'ai une anecdote qui est très simple. Je prends 5 personnes, je les amène sur scène
Et pour leur faire une démonstration, je prends un sac, je mets des jetons de casino à l'intérieur. Donc j'avais 4 jetons verts, un jeton rouge. Chacun prend un jeton, je ne regarde pas et j'explique clairement qu'ils doivent cacher le jeton et que je dois trouver la personne qui a le jeton rouge. Donc à partir de là, tout le monde a pris le jeton. Et quand je reviens, je dis voilà, je vais vous poser une question. Quand je vous pose la question, vous faites un pas en avant. Et si vous avez les jetons verts, vous devez mentir. Et c'est bon pour une formation de politicien, ça. Je comprends pourquoi il faut appel à vous. Et la personne qui a le jeton rouge, elle doit dire la vérité. Est-ce que c'est bien compris? Et à ce moment-là, il y a eu une personne qui a fait ça avec la tête et j'ai déterminé que c'était la personne qui avait le jeton rouge. Voilà donc c'était très simple et c'était marrant. Voilà, et l'idée, c'est d'aller regarder l'expression non verbale. C'est-à-dire que des fois, on peut dire quelque chose verbalement, puis le corps dit tout le contraire. C'est-à-dire on peut dire oui et en fait, on pense non. Et ça, ça vous le décryptez comment, par exemple, quelqu'un qui n'est pas d'accord et qui fait un petit peu l'hypocrite en disant je suis tout à fait d'accord. Alors quelqu'un qui va, par exemple, vous raconter une anecdote et qui va vous dire, il va vous dire quelque chose en levant son épaule. En levant une épaule de façon asymétrique, ça veut dire je ne crois pas en ce que je suis en train de dire. Donc Sarkozy, voilà. Ah oui, d'accord. Ah oui, là, c'est autre chose. Ah d'accord. Non mais ça c'est un tic, ça clairement ou ça. Pour Sarkozy, c'est un tic. Quoi parce que vous qui êtes comportementaliste quelque part. Avant d'analyser les gestes, il faut d'abord ce qu'on appelle calibrer la personne. C'est-à-dire qu'il faut calibrer la personne pour savoir comment elle agit en phase normale, comment elle agit en phase de stress et comment elle agit en phase de mensonge. Et une fois qu'on a analysé, qu'on a calibré la personne, à partir de là, on peut dessiner. Voilà. D'accord. Mais systématiquement, chez quelqu'un qui raconte une histoire, s'il lève un peu l'épaule, c'est qu'il ne croit pas en ce qu'il dit. C'est ce que vous me dites. Logiquement. C'est un exemple. Après, il y a un contexte. Voilà. Ça peut être une forme de stress, mais ça dépend du contexte. D'accord. Mais dans une conversation normale, quelqu'un qui va vous dire quelque chose, il va dire... Ou alors, tout simplement, la tête, très important. Tu as vu telle personne dans l'entreprise, elle est nouvelle, est-ce qu'elle te plaît? Oui. Dire oui, mais non avec la tête. Faites un gros plan sur sa tête. Refaites-nous ça. Alors, on est en séminaire et vous nous expliquez voilà, donc admettons, l'expression non verbale. Vous me demandez si j'apprécie la personne qui vient de rentrer dans l'entreprise, qui est toute nouvelle, je vais vous dire oui. Alors déjà, je lève l'épaule, je ne crois pas ce que je dis, et en plus, je dis non de la tête tout en disant oui. Oui. Donc voilà, oui. D'accord, ok. Ça en dit long. Et nous, tu nous aimes bien, nous? Ah, je vous adore. Allez, on l'adore aussi, c'est Virginie qui sera avec nous en deuxième partie et bien accompagnée par un super magicien, on peut le dire, Jean-Pierre Valarino qui a fait le tour du monde avec sa magie, Virginie. Oui, on peut le dire. Effectivement, c'est un très grand monsieur de la magie qui est avec moi ce soir. Jean-Pierre Valarino, il est en train de compter ses pièces depuis tout à l'heure. Ça va bien? Bonsoir Jean-Pierre. Ça ne fait pas le compte. Hein, non, ça ne fait pas le compte, j'ai l'impression, effectivement. Bien, on a du mal à s'y retrouver. Alors c'est vrai qu'Éric le disait, votre métier, vous l'exercez depuis à peu près 25 ans, je crois. Il rigole beaucoup. Il les écoute absolument rien. Il n'écoute rien. Ce sont vraiment des mauvais élèves. Attention à vous. Depuis plus de 25 ans, vous êtes magicien, mais attention, Jean-Pierre, vous êtes spécialisé dans ce qu'on appelle le close-up. Alors, le close-up, est-ce que c'est comme le stand-up, c'est-à-dire que c'est de la magie de proximité? Non, oui, voilà, c'est de la magie de proximité qui a été traduite, parce que close-up, c'est un petit peu général, et on a trouvé en France, finalement, une très bonne traduction avec magie rapprochée. Magie Même rapprochée. si, malheureusement ou heureusement, c'est plus le cas à l'heure actuelle, parce que pour des raisons commerciales, le close-up man, maintenant, est sur scène, dans des salles immenses, et vous le déplorez un petit peu, vous, hein? Tout est vu sur écran, bien sûr. Je le déplore parce qu'au départ, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour, avec un public très près pour qu'il y ait une interaction réelle. On a envie de rentrer avec le magicien dans son périmètre de travail. Effectivement, on a envie de toucher, dans des etc. très grandes salles de on ne se lève pas pour aller voir s'il y a un câble qui fait voler Copperfield. D'accord, c'est la rentabilité, c'est ça qui oblige à faire des spectacles comme ça de grande ampleur, on l'imagine. Ouais. Donc on va faire ensemble de la magie de proximité. La base, c'est quoi? C'est ça, c'est cette interaction? Alors là, oui, ce que je vais vous montrer, quelque chose que vous pouvez faire à une seule personne ou à une dizaine de personnes. Il ne faut pas me le montrer tout de suite, par contre, Jean-Pierre. Hein. Ah bon? On a besoin de sous?
Ah bon? Ouais. Oh, Est-ce qu'on a besoin de pièces? Est-ce que le compte est bon ou pas tout à fait? On peut prendre ce qu'on veut. Là, on va prendre des pièces, Ouais. mais en fait, des objets quelconques peuvent faire l'affaire. Très bien. Donc nous, on va compter nos pièces et puis on se retrouvera dans la seconde partie de la grande émission pour le lancement officiel de ce défi magie de proximité avec Jean-Pierre Valarino. Merci Virginie. Et nous, avant de se quitter avec Guy Pardius, il faut qu'on termine ce tour tout à l'heure, parce que je lui disais, pendant que vous étiez en conversation avec Jean-Pierre, bon, c'était impressionnant, mais sans plus quand même cette cuillère qui se tord. Il me fait, mais oui, mais c'est parce que j'ai pas fini. Alors, on va le finir, ce tour. C'est mieux quand même. Alors Guy, allons-y. Cette cuillère tordue. Oui, donc la cuillère, elle est tordue, c'est une vraie cuillère. Ouais. On va la remettre à l'endroit, comme ceci. Et là, cette fois, on va bien la regarder. Et... Ouais. Vous avez vu, hein? Là, il se passe quelque chose. Elle vrille, là. Elle vrille. Ah, complètement, oui. Et là, ici. Et là, par contre, cette fois, on peut voir qu'on a Regarde ça. Une cuillère. Elle a fait un tour sur elle-même, en fait. Complète. Une cuillère un peu nouée. Oui. Et comme il nous reste une petite minute, il va nous raconter la première fois qu'il est allé voir un spectacle de David Copperfield. Parce que quand il me l'a raconté, je me suis dit non, ça y est, on ne peut pas y échapper. Alors allons-y. C'était quand? Vous étiez très jeune, hein, vous avez une quinzaine d'années? Une quinzaine d'années. En fait, Copperfield est venu en France pour faire son show à Paris. Et donc, ma mère voulait me faire un cadeau. Elle me paye le voyage. Je vais à Paris avec l'avion. J'atterris. Ma tante vient me chercher et m'amène au Palais des Congrès pour voir le show de David Copperfield. Et en remontant les Champs-Élysées, on décide, on est en avance, on décide d'aller boire un café. Avenue Georges V, on trouve un café, on rentre. Et à l'époque, j'étais fan de David Copperfield. Donc, j'étais la coupe à la David Copperfield, c'était le sosie de 15 ans de Copperfield. J'étais le sosie de Copperfield. Plus maintenant. En moins friqué, oui, merci. Tu les ressembles plus maintenant. Et on rentre dans ce café. Et là, je vois tout le monde qui... on s'assoit, on commande un café avec ma tante. Et je vois tout le monde qui me regarde dans le café. Mais presque tout le café était tourné vers moi. Alors je regarde ma tante, je dis mais il se passe quoi? J'ai fait quoi? Je sais pas, peut-être ils pensent que je suis Copperfield. Ils prennent pour Copperfield. Donc j'étais tout fier, personne ne me connaît, des gens me regardent et tout, je suis à Paris. Et au bout d'un moment quand même ça me gênait et intrigué, je tourne la tête et qui je vois juste la table derrière moi, il y avait Thierry Lhermitte. Donc, ce qui n'avait rien à voir. C'est ça. En fait, il suffisait de regarder derrière soi. Voilà. Et du coup, des confitures un peu. Et impressionné par Copperfield quand même pendant le spectacle. Moi, j'ai adoré. Toujours. Il y a eu des mauvaises critiques et je pense que non, c'était un très très beau spectacle. Et si c'est à refaire, j'y retourne de suite. Maintenant, il s'évertue à toujours être placé au restaurant derrière un jeune magicien. Voilà, c'est ça. Ça. Quand on se retourne, on sait pourquoi. Bon, merci beaucoup en tout cas, Guy Pardius. Merci beaucoup. De nous avoir rejoints après le défi lundi. Vous étiez là pour nous raconter un peu plus en détail votre métier ou vos métiers, puisqu'ils sont nombreux, on l'a compris. Nous, on se retrouve en deuxième partie dans un instant, juste après le journal, présenté par Nicolas Gallup, et nous serons avec quelqu'un qui a fait pas moins de 26 fois le tour de la Terre, en bateau ou en avion, et qui en a vu beaucoup de choses. C'est un magicien à la base, mais il n'est pas que ça. Jacques Denal sera avec nous en deuxième partie d'émission. A tout de suite depuis le cabaret Le Baroque à Saint-Laurent-du-Var. C'est la deuxième partie de la grande émission. Merci d'être avec nous. Nous sommes toujours dans le cabaret de Saint-Laurent-du-Var, ce cabaret Le Baroque, avec les amis. On est un peu en famille toute cette semaine avec notre magicien maison, Éric Leblond, que vous retrouvez habituellement chaque jeudi dans l'émission. Là, il est là avec nous du lundi au vendredi, à l'occasion de son passage sur M6 dans cette émission Incroyable Talent. C'était mardi dernier. Ce sera aussi mardi prochain, on peut le dire, puisqu'ils vous ont mis des petites croix. Pas de croix, justement. On verra. Bon, très bien. On met des croix et on met quoi d'autre quand on aime bien dans le jeu? Non, quand on aime bien, en fait, on ne buzz pas et on dit j'ai aimé. On se retrouve la prochaine fois. Parfait. Voilà. Et donc, vous retrouverez la prochaine fois, donc mardi prochain, dans la prochaine édition d'Incroyable Talent. Mais pour l'instant, eh bien, vous allez nous présenter celui qui est là en deuxième partie pour nous accompagner. C'est Jack Denal. Alors, je ne sais pas trop bien comment le présenter parce qu'il est absolument multicarte. Bonsoir, Jack. Oui, bonsoir, Eric. Jack, qui est son nom de scène. Hein. Oui. Qui c'est, Jack, pour Eric? Pareil, c'est quelqu'un qui il compte toujours beaucoup pour moi, mais à l'époque, en fait, ça c'est déterminant. C'est Jacques m'a pris par la main. On lui avait parlé de moi. On y a un jeune comme ça à l'école hôtelière, parce que j'ai fait l'école hôtelière.
Et il venait faire des galas. Il venait faire des galas. On lui a dit, il y a un jeune qui adore la magie. Jack, qu'est-ce que tu peux faire pour lui? Voilà, ni une ni deux. Il m'a pris par la main. On s'est retrouvés à la Colombe d'Or, le congrès créé par Audouin Rambaud. On l'a dit déjà tout à l'heure. Et bien Jacques m'a fait, voilà, il m'a offert le congrès. Et j'avais pas de sous, hein, pas de pognon. Jacques il m'a dit, mais écoute, non, t'inquiète pas, c'est cadeau, on verra plus tard, on s'arrangera. Parce que le congrès, ça coûte aux magiciens qui, c'est pas donné. Qui vont s'y présenter. C'est pas donné. Et Jacques, cette année-là, je sais pas si tu t'en rappelles, tu étais engagé. Il présentait le spectacle sur scène. Voilà, et quand je l'ai vu, fan direct. Voilà, et c'est vrai que quand on regarde le spectacle d'Éric aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez vu, Jack, il y a ce côté très avenant qui doit être aussi l'apanage d'un directeur de croisière que vous avez été, d'un magicien aussi. Alors on va revenir sur votre carrière si vous voulez bien. Ça démarre en tournée de ville en ville, un petit peu partout en France, en Europe, dans le monde, c'est ça? Vous faites quoi comme magie? Vous avez une spécialité? Au départ, oui. Au départ, je fais mon service militaire à Baden-Baden et il y a le congrès international des magiciens. Mais quand on est troufion, on n'a pas beaucoup d'argent et j'essayais de rentrer par tous les moyens. Et puis, comme je parlais allemand, il y avait le congrès qui se passait. Un congressiste est sorti avec son badge et il a vu que j'étais envieux de rentrer pour voir ce qui se passait. Et il m'a donné son badge, je suis rentré jusqu'à la fermeture. Voilà. J'ai eu le virus. Et là, le virus était pris. Donc, en étant en Allemagne. Ensuite, comment vous en faites un métier? Parce que là, vous êtes au service militaire. Alors après, donc, je rentre, je veux faire de la magie. Je sais qu'il y a un club de magie à Nice. J'essaye d'y entrer. Pour y entrer, il faut montrer patte blanche, si je peux m'exprimer ainsi. On vous donne un livre à travailler pour voir si vous n'êtes pas un curieux, tout simplement. Je passe mon examen, je rentre, je suis reçu. Et puis, ce club organisait toutes les années un spectacle de fin d'année. Donc, le président dit, bon, on a un gars qui fait les colombes, l'autre qui fait de l'hypnose, l'autre qui fait ceci, l'autre qui coupe les femmes en deux, en rondelles. D'ailleurs, la femme, c'est la moitié de l'homme, du magicien, c'est pour ça. Et alors, je dis, et pickpocket, il n'y en a pas. Ouais. J'avais jamais essayé dans ma vie de piquer une montre. Ouais, on est dans les années 70, 80 là. Oui, 70, oui. Et donc, j'essaye de devenir pickpocket puisque j'ai 6 mois pour travailler. Et donc, je prends un fauteuil, je mets les montres dessus, sur les poignées du fauteuil. J'essaye d'enlever les montres le plus vite possible. J'achète une forme de tailleur avec des clochettes que je fixe dessus pour essayer de piquer le portefeuille à l'intérieur de la veste sans faire sonner. Ouais, et si ça sonne, on recommence. Et puis, le gala a eu lieu et ça a très bien marché. J'ai dit, bon, comme il y a beaucoup de monde qui fait des oiseaux, des manipulateurs, des grandes illusions, etc., moi, je serai pickpocket. Voilà, je me spécialise en pickpocket. 2 spectacles, on le précise. Bien sûr. Tout ça a toujours été très honnête. Vous allez nous expliquer d'ailleurs. Je suis allé à la police, d'ailleurs, parce que... Une fois? Non, c'est arrivé? Je suis allé à la police pour dire que je suis pickpocket professionnel de scène. Si un jour on vient vous dire et porter plainte contre moi, c'est parce que je voulais voler, subtiliser, dirons-nous, pour le spectacle, la montre ou le portefeuille de la personne. J'ai pris les devants, et interdit de rentrer dans les casinos. Évidemment. Alors, pickpocket professionnel, et on va voir dans un instant une anecdote sur scène lorsque vous faites du pickpocket et que parfois il y a des petits dégâts collatéraux. On verra ça dans un instant, Jack, mais juste avant, lancement officiel, comme chaque jour, du défi de la grande émission, Virginie. Oui, avec également un très grand magicien professionnel, c'est Jean-Pierre Valarino. Vous avez fait sa connaissance tout à l'heure, on l'a vu dans plein d'émissions télé, notamment chez Patrick Sébastien, c'est ça, hein, Jean-Pierre? Oui. Notamment. Voilà, on l'a vu aussi sur la Rai, c'est ça, vous avez un projet d'émission d'ailleurs avec eux? Il y a 6 émissions qui viennent de se terminer et il y a une nouvelle écriture qui est en train de se faire, mais non, je ne sais pas. Plein de projets. Et vous me disiez qu'au pic de votre carrière, vous étiez en voyage 7 mois, c'est ça, sur 12? Oui, au pic, oui, c'était à peu près 6, 7, 8 mois des fois. Je crois qu'une fois, j'avais battu le record des conférences. J'avais terminé à Buffalo, qui est un congrès, et j'étais à ma 400e conférence. Ouais, on fatigue quand même au bout d'un moment. Je ne sais pas comment on y arrive, en fait. Ouais. Mais je crois que c'est les découvertes avec les gens et puis ce qui s'installe dans les pays qu'on ne connaît pas et surtout par rapport aux gens. La curiosité, oui, aussi, d'aller visiter ces pays-là. Les humains qui sont, entre autres, oui. Jean-Pierre, moi, en tout cas, je suis très curieuse ce soir de voir à quoi ça ressemble à un tour de magie de proximité. On a fait le compte, hein. Le compte est bon. Alors, c'est un... Je vais prendre la place de celui qui faisait comme ça avec les épaules. Ouais. Ouais. Je ne sais pas quel jour de la semaine. Je crois que c'était hier. Je vais faire du mentalisme. C'est-à-dire que dans cette petite enveloppe velours, il y a quelque chose. Okay,
Je ne sais pas si la caméra voit bien les pièces. Oh oui, oui, oui. Autrement, on prend une soucoupe. Non, ça va? Ça va aller, ça va aller. Vous inquiétez pas pour eux. 5 pièces. 5 pièces. Parfait. Prête? Oui, prête. Virginie? En même temps, c'est à vous de travailler, hein, Virginie? Jean-Pierre. Moi, je regarde. Non, ça, c'est vous maintenant le tour. Vous allez mettre C'est 2 après, doigts. moi. Oui. Comme ça. Oui, comme ça. Okay. Vous avez besoin d'une assistante, peut-être? Ouais. 2 doigts comme ça. Maintenant, sans réfléchir, vous posez vos 2 doigts sur 2 pièces. Ouais, d'accord. Quelqu'un vous a influencé ou pas? Je ne pense pas. Vous soulevez vos 2 doigts. On enlève les pièces que vous avez touchées. Il reste 3 pièces. De nouveau, faites la même chose. 2 doigts, 2 pièces. Vous enlevez. Virginie, il reste 1 euro. Est-ce que, pensez vraiment, c'est important. Oui, je réfléchis, oui. Essayez d'imaginer une seule seconde. Est-ce qu'il est possible que quelque chose de surnaturel ait pu vous influencer pour garder la pièce de 1 euro? Alors, je suis très cartésienne, là, comme ça. Non, je vous dirais non, Ok. Jean-Pierre. Mais je sens que vous essayez de m'influencer, là. Vous prenez juste par le coin cette petite pochette. Oui, par Faites-le le coin, d'accord. Oui. Et tac, Oh! on a exactement la même pièce, c'est-à-dire la prédiction qu'on pouvait imaginer à l'avance. C'est-à-dire que Virginie allait toucher tout simplement la pièce de 1 euro sur les 5 pièces différentes qui sont là, voilà. Tour de proximité. Et vous pensez que ça, je peux le faire? Oui. Bon, vous allez m'expliquer. Rendez-vous dans quelques minutes seulement, Eric. À tout de suite. J'aime bien quand Jean-Pierre croise les bras comme ça fait très grand mamamouchi, je trouve. Hein. Et c'est impressionnant. Merci beaucoup, Jean-Pierre. À tout à l'heure. Et je rappelle que Jean-Pierre, si vous voulez en savoir plus sur sa vie, sa carrière internationale d'ailleurs, eh bien, vous pourrez le voir ici sur ce plateau à la place de Jack Donald. Ce sera demain dans la grande émission. Mais Jack Donald, eh bien, c'est quelqu'un qui a là aussi un passé international et un présent aussi, parce que c'est quelqu'un qui va toujours de l'avant, moi j'ai l'impression. Hein, Jack Donald, vous ne vous arrêtez jamais, non? Ouais, j'ai l'impression. Il a une pêche d'enfer. Jack Donald, on le disait, quelques anecdotes sur scène, tout d'abord, avant de partir sur les croisières, dans les airs et sur l'eau, puisque vous avez été directeur de croisière très longtemps. Sur scène, je disais des gars parfois collatéraux lorsque vous faites du pickpocket sur scène, ça donne quoi? Écoutez, un jour, je subtilise le portefeuille d'un monsieur, donc il vient le récupérer sur scène. J'ouvre à son insu le portefeuille, je prends sa carte d'identité, il repart avec son portefeuille tout content, et puis quand il arrive au milieu de la salle, je lui dis « Monsieur, votre prénom, c'est Pierre ?» Il se retourne. Comment a-t-il pu deviner? Il revient, et moi, entre-temps, derrière sa pièce d'identité, il y avait une photo d'une dame. Et derrière, c'était marqué un prénom, Simone. Donc, je lui dis, alors Pierre, en plus, je fais de l'hypnose, je fais de la transmission de pensée. Regardez-moi dans les yeux, votre femme s'appelle Simone. En réalité, c'était sa maîtresse, et je peux vous dire que c'était très gênant pour moi. Voilà. D'autres dégâts collatéraux, alors des dégâts plus physiques cette fois. Enfin, disons que c'est un objet là. Oui, alors je subtilise la montre d'une dame qui avait des lunettes très très épaisses avec des verres très épais, et puis elle se retourne pour voir ce que je faisais à sa montre. Les lunettes tombent par terre. Je lui ramasse les lunettes, il y a un verre qui était tombé par terre, je lui redonne, elle les met sur son nez, et malheureusement, elle ne voit plus rien. Alors, elle met le doigt dans l'œil pour voir ce qu'il y avait, et en réalité, elle ne voyait plus rien, puisqu'elle était presbyte ou je ne sais pas quoi. Donc, il n'y avait plus de verre. Il n'y avait plus de lunettes. Comment ça se passe dans ces cas-là? Vous avez des assurances? J'ai des assurances. C'est parfait, c'est très bien. Ouais. Jack Donald est notre invité jusqu'à la fin de cette émission. Je vous l'ai dit dans le sommaire, il a fait 26 fois le tour de la Terre. Et ce n'est pas une plaisanterie, à la fois dans les airs et pas sur n'importe quel avion. Un avion qui avait 30 ans d'avance sur son époque, le Concorde, et puis des croisières. Vous avez fait combien? 600 croisières voilà, au total. Comment est-ce que vous passez un jour de magicien à directeur de croisière, qui reste un métier artistique dans tous les cas? Bien sûr. Pendant une dizaine d'années, j'ai fait donc le magicien sur les bateaux de croisière. Et puis, je voyais qu'il y avait de la demande en tant que directeur de croisière, animateur. Et un jour, le directeur de croisière n'a pas embarqué pour des raisons de santé. Et on m'a demandé de le remplacer comme cela, instantanément, au pied levé, comme on dit. Et donc, je m'en suis pas trop mal débrouillé. Et puis, après, on m'a demandé si je voulais pas embarquer pour être magicien et directeur de croisière à la fois. Et puis, j'ai mis le pied à l'étrier
passionné de ce magnifique métier qui est directeur de croisière, où il faut, comme Eric le disait tout à l'heure, il faut un petit peu être artiste, il faut être organisateur, il faut être très strict dans son métier, parce que quand vous avez 2 spectacles le soir et les personnes qui dînent vont au spectacle après et inversement, donc il faut cadrer. Et une anecdote, un jour il y avait un chanteur, je lui avais dit, tu finis par quelle chanson? Si tu veux finir par une autre chanson, il faut la mettre avant, mais tu me le dis surtout, surtout, surtout. Parce qu'on ne peut pas faire croiser les gens qui rentrent dans la salle et ceux qui sortent. On n'a pas de place. Okay. Ce sont des coursives de bateau. Et il a eu un tel rappel qu'il a fait 2 fois la chanson. J'ai été obligé de lui couper le rideau. D'accord, ah, oui, obligé. Parce que sinon, on n'arrivait pas à sortir pour faire rentrer les... Et juste, Eric, combien de personnes tu gérais sur les bateaux? Dis-moi un peu. Quand j'étais sur le France, c'était 2400 passagers et puis 120 artistes. Plus le staff et compagnie. Ah oui, plus mes 50 accompagnatrices. Parce que vous l'avez compris, hein, quand Jack Donald travaille en tant que directeur de croisière, c'est pas sur des petits bateaux, c'est pas sur des petits avions. Comment ça se fait que vous avez eu la chance d'être sur 2 moyens de transport aussi prestigieux que le France et que le Concorde? C'est un choix, ça, ou c'est le hasard? Non, c'est le hasard. J'ai commencé par des bateaux de 300, 500, 800, 1000 personnes. Et puis après, il y avait une société qui m'avait repéré et qui organisait les grosses croisières avec les artistes de renom, Charles Aznavour, Pascal Sevran, Frédéric François, les chansonniers, les croisières gastronomiques à bord du France avec les 7 chefs cuisiniers 3 étoiles Michelin. Et donc, une fois que j'étais employé ponctuellement, bien sûr, par cette société, ils affrétaient le Concorde. Et donc, j'ai été directeur de croisière aérienne sur Concorde, pas pour piloter, mais pour animer donc les soirées, 18 jours de tour du monde avec le Concorde. Et donc, quand vous arrivez à Rio, il faut présenter les mannequins de chez Stern avec les émeraudes. Quand vous arrivez à Sydney, ce sont les opales. Quand vous arrivez en Inde, ce sont les saris. Et tout donc, ça, c'est vous qui organisiez ça sur chaque arrivée. Allez, on terminera dans un instant avec quelques anecdotes savoureuses de croisière, de bonnes blagues et des caprices de stars aussi que vous avez vécu en direct. Mais tout de suite, retour à notre plateau défi magique aujourd'hui avec un très grand magicien français qui a lui aussi fait le tour du monde. C'est Jean-Pierre Valarino qui est à vos côtés, Virginie. Oui, Jean-Pierre Valarino, il a plein d'histoires et puis il a plein d'astuces. Aussi, on va vous montrer tout à l'heure comment réaliser le même tour que nous à la maison. Juste avant, Jean-Pierre, je vais vous demander de vous concentrer. Parce que maintenant, c'est vous le cobaye. Nous avons un petit sac ici présent. Si la nappe veut bien rester sur la table, ça serait bien. Nous avons 5 pièces. Jean-Pierre, vous êtes d'accord? Jusqu'ici, vous êtes d'accord? Yes. Jean-Pierre, maintenant, je vais vous demander de poser 2 doigts sur 2 pièces. N'importe lesquelles? N'importe lesquelles. Réfléchissez quand même, ou pas? Très bien. Alors, vous pouvez les relever. Voilà. Maintenant, il nous reste ces 2 pièces. Vous êtes d'accord? Pour l'instant, oui. Je vais vous demander, Jean-Pierre, de poser à nouveau les 2 doigts sur les 2 pièces que vous avez choisies. J'ai choisi, forcément. Voilà, vous les gardez en fait, vous les gardez, Jean-Pierre. Okay. J'ai éliminé 3 pièces puisque c'est celle-ci que vous avez choisie. On est d'accord? Yes. Jean-Pierre, on est d'accord ou on n'est pas d'accord? On est d'accord. Concentrez-vous, Jean-Pierre. Je vais vous demander maintenant de visualiser une des 2 pièces. Oui. Je vais vous demander de lever le doigt. Et on élimine celle-ci. Jean-Pierre, vous êtes d'accord que nous avons sur cette table une petite pochette? Oui. Vous êtes d'accord qu'on ne s'est pas du tout concerté? Non. Et bien regardez ce qu'il y a dans cette petite pochette. Eh, franchement, Jean-Pierre, vous n'êtes pas bluffé, Jean-Pierre? Et vous, Eric, vous n'êtes pas bluffé? Ah, je suis bluffé. Non, alors, les explications, il va falloir attendre un petit peu. Non, mais, je vais vous les donner. Alors, à tout de suite pour les explications. Très rapidement, d'ailleurs, puisqu'on est déjà à la fin de l'émission. Ça passe toujours trop vite. Jack Donald, allez, quelques bonnes anecdotes. Par exemple, quand vous étiez en Concorde, il y avait le bisu de la ligne d'équateur, de l'équateur. Qu'est-ce que c'est, le bisu de la ligne de l'équateur?
Soit quand on arrive au Cap Nord ou quand on passe la ligne de l'équateur, on a le passage de la ligne 0 et pour transformer cela pour les passagers qui sont en train de voler à Mach 2, donc on dit voilà, on va passer cette ligne imaginaire pour tout le monde. Bien sûr. Et donc je vais dans le cockpit et je prends le micro, j'ai dit mesdames et messieurs, je vais vous demander d'attacher vos ceintures car dans quelques instants nous allons passer la ligne de l'équateur. Et avec le pilote, en connivence, il fait un genre de soubresaut, comme si on passait la ligne de l'équateur. Comme si on sautait une ligne. Et donc je repars dans l'avion, on distribue le champagne, les gens applaudissent, et un couple attire mon attention. Jacques, vous pouvez venir? Je dis oui. Et le monsieur qui se penche vers le hublot me dit, mais très sérieusement, dites-moi, au retour, ça sera de mon côté parce que je ne l'ai pas vu la ligne. On fera ça exprès pour vous, monsieur. C'est parfait. Je disais caprice de star aussi parce que vous aviez très souvent à bord des bateaux de croisière, hein, d'ailleurs plus souvent que du Concorde, des personnalités. Vous parliez de Charles Aznavour. Vous avez aussi des gens de télé. Vous m'avez parlé de Pascal Sevran, qui un jour doit monter sur scène avec vous. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? 12 croisières avec Pascal Sevran. C'était bien ou c'était long? C'était long, c'était tendu parce que tous les jours c'était de l'imprévu, parce que il n'est pas professionnel. Il veut que les gens qui voyageaient avec lui et ces artistes qui voyageaient avec lui soient professionnels du moins et perfectionnistes. Et lui ne l'était pas du tout. À la dernière minute, il changeait pour une raison ou pour une autre. Et donc on s'était pas vu le soir de l'embarquement. Donc moi je présente mes spectacles comme habituellement et je savais qu'il était arrivé en coulisses et donc je suis sur scène, je dis mesdames et messieurs, celui pour lequel vous êtes tous venus, monsieur Pascal Sevran. Il arrive par les coulisses et, aux surprises, j'avais une veste bleu pétrole, il avait une veste bleu pétrole. Et ça Vexé que le présentateur, entre guillemets, que j'étais, avait la même veste que lui, prend le micro chour, le jette par terre et regagne les coulisses. Devant le public? Devant le public. Ah ça, oui, c'est moyen quand même. Oh, il y en a eu d'autres. C'est pas de l'expression non verbale, hein, par contre. Pour le coup, c'était cash. Jacques Martin aussi, alors ça, j'étais très étonné. Lui, il a eu un problème de baignoire. Ah oui. Donc, bon, les artistes étaient très bien logés, puisqu'ils avaient les suites, les plus belles suites. Pascal Sevran, lui, voulait la plus belle et voulait celle qui était ensoleillée. Mais elle était ensoleillée quelquefois. Il faut que le bateau tourne aussi de temps en temps, oui, on imagine bien. Oui. Bon, il avait fait ses caprices, voilà. Et donc, Jacques Martin, un petit peu pareil, donc tout allait bien, mais un petit peu nerveux. On avait organisé à bord du France, donc, l'émission, au lieu qui passait le dimanche après-midi. Le Monde est à vous. Le Monde est à vous, c'était La mer est à vous, pour pas tricher sur le nom. Et donc, on embarque et tout, et puis il m'avait donné le desiderata des cabines pour tous ces artistes, etc. Et il y en a un, dont je tairai le nom, qui avait vu que certains avaient des douches, d'autres des baignoires. Et il m'a fait... il est venu me voir dans les coulisses. Jacques Martin, c'est inadmissible que tous mes artistes n'aient pas une baignoire, etc. Et ce soir, on ne passera pas, etc. On ne passera pas ce soir. Voilà, une pression. Et... Du coup, ils ont eu des baignoires Non. Au final, non. Ils sont passés quand même? Ils sont passés quand même, oui. Merci, Jack Donald. On va terminer dans le coin des filles. Virginie, racontez-nous tout. Alors, on peut dévoiler les coulisses de ce tour? On peut, Jean-Pierre, dévoiler les coulisses de ce tour, les petites astuces? Nous allons dévoiler, mesdames et messieurs, les coulisses. Bon, Jean-Pierre, il a une centaine quand même de tours à son actif. Enfin, une centaine de tours que vous avez créés, c'est ça, Jean-Pierre? En ce qui concerne les tours commerciaux, oui, exact. Oui, commerciaux, on le précise. Oui, alors, ce tour-ci, c'est pas vous qui l'avez créé, mais c'est vrai qu'il est pas mal. L'astuce, c'est... Alors, on va jouer sur... la concentration. Je vous écoute. On va essayer d'aller très très vite, on a 30 secondes. Exact. Alors, il faut retenir ambiguïté. On va jouer sur l'ambiguïté. Et la deuxième chose très importante, la personne à qui vous allez faire le tour ne sait pas ce que vous allez faire. C'est très important qu'il n'y ait aucun indice. Et donc, Jean-Pierre, il y a des mots qui sont absolument interdits. Ça, c'est pas évident. Totalement. Ni choisir, on ne doit pas, ni prendre. Il faut rester dans le vague le plus possible. Donc, c'est pour toucher ou poser le doigt sur une pièce est suffisant. Poser, toucher. C'est ce qu'on faisait tout à l'heure et on attire bien l'attention en disant vous allez poser comme on le faisait. Voilà. C'est ça, 2 doigts sur 2 pièces. Ni choisir, surtout pas choisir. Hein, surtout pas. Non, j'ai rien dit. Effectivement. Alors. Donc, on met un duplicataire de la pièce qui est ici, n'importe laquelle. Hein. Là, on a choisi 1 euro. Yes. Il est là. Hein. Il est là. OK. Les pièces sont mélangées. On demande à la personne de mettre 2 doigts sur 2 pièces. C'est ce que Virginie va faire.
instantanément, je dois voir si elle a touché la pièce de 1 euro ou pas. Je sais pas où tu... Là, je suis sur 2,50 €. Ok. Donc, on enlève les 2 pièces qu'elle a touchées, ce qui semble tout à fait logique. Virginie, tu peux enlever. On enlève. De nouveau, tu touches 2 pièces. Tac. Ok. On enlève la pièce. Parce que il faut que je garde le 1 euro. On élimine celle dont on n'a pas besoin. Là, on est en train d'expliquer, donc ça semble coupé, haché, mais en fait, avec le rythme après... Je suis sûr qu'ils suivent à la maison. Bon, Virginie, tu as les 2 doigts sur 2 pièces, tu lèves un doigt, n'importe lequel. Ok. Il te reste une pièce sous le doigt que tu as choisie. Quelqu'un t'a influencé, non, etc. Mais non, etc. pas du tout. Et voilà, et la pièce qui était cachée... Merci beaucoup, Jean-Pierre. On aura le plaisir de vous retrouver demain dans la grande émission. Ce sera aux côtés d'Éric Charret. Éric est toujours très, très bien entouré. Hein. Oui. Et je serai entouré d'ailleurs de Jean-Pierre dès demain. On va la coucher un petit peu. Mais mais on s'entend pas parce qu'on est très loin et je suis un peu dur d'oreille. Donc on va terminer avec les dessins de Rémi Molinari, avec... la spécialité de Jack Donald, donc pickpocket, en plus d'être directeur de croisière et d'avoir fait 26 fois le tour du monde, pickpocket, mais j'ai jamais pu piquer le Concorde. C'est vrai que vous avez beaucoup voyagé à bord. Et puis, on a également Guy Pardios, qui était notre premier invité. Voilà la cuillère. Le tordu, c'est moi. Voilà pour votre dessin. C'est pas faux, c'est pas faux. Qui est en coulisses et qui nous entend. Demain, Virginie, votre défi. On échange en fait, puisque c'est Jackie qui sera avec moi dans le coin défi magique pour terminer la semaine en beauté. Et puis moi, je viendrai aussi vous faire un petit coucou sur le plateau de la grande émission pour vous présenter l'agenda du week-end comme chaque vendredi. Voilà, et on va terminer avec cette image de fin. Notre Rémi Molinari, qui connaît absolument le monde entier, eh bien, était avec Jack Donald sur cette croisière. Vous voyez, il nous a apporté cette photo. Alors, ce n'est pas Robin Williams, c'est bien Jack Donald il y a un faux et Rémi Molinari. Il était beau, hein, Rémi? Magnifique. À demain, 18h30, 19h30 depuis Passez le une cabaret. bonne soirée, bon appétit, bye bye. Le Baroque, à demain.